Je pensais savoir à quoi ressemblait une vie brisée. Je me trompais. Elle ressemblait à une table de dîner dominicale. Nappe blanche, bougies consumées, la belle vaisselle de ma belle-mère parfaitement disposée, l'odeur de poulet rôti dans l'air, le cliquetis des fourchettes contre les assiettes et le bruit ordinaire et réconfortant d'une famille qui se croyait bien. Et puis la sœur de ma femme a ouvert la bouche. Et tout ce que j'avais bâti en 11 ans, mon mariage, ma réputation, ma compréhension des personnes les plus proches de moi, s'est effondré comme un mur qui pourrissait déjà de l'intérieur. Mais ce n'est pas toute l'histoire, loin de là. Car ce qui est venu après, ce que j'ai découvert après que ma femme a franchi cette porte, après que le silence s'est posé sur notre maison comme la neige, était quelque chose de tellement plus sombre et de tellement plus délibéré que je n'aurais pu l'imaginer, assis à cette table, mon monde s'écroulant autour de moi. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire quelque chose. Si vous regardez ceci en ce moment, où que vous soyez dans le monde, merci. Ces histoires voyagent plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux vraiment savoir. Et je tiens à être franc. Certains détails de cette histoire ont été ajustés pour protéger des identités et pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Mais le cœur de l'affaire, la trahison, la découverte, la vérité, est aussi réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Je m'appelle Daniel Whitmore, j'ai 53 ans, et voici l'histoire de la pire nuit de ma vie et de ce que j'ai trouvé de l'autre côté. Le dîner avait été l'idée de Sandra. Sandra, ma femme, 11 ans de mariage, 2 enfants, Ethan, 9 ans, et Lily, 6 ans. Une maison dans une banlieue tranquille de Columbus, Ohio, avec un jardin qui avait besoin d'être tondu et une cuisine qui sentait le café chaque matin, et une vie dans laquelle j'avais passé la meilleure partie d'une décennie à me déverser comme de l'eau dans une bonne terre. Sandra avait suggéré le dîner de famille 3 semaines à l'avance. Sa mère, Ruth, allait avoir 70 ans. Sa sœur, Amber, venait de Phoenix pour la première fois en 2 ans. C'était censé être une célébration. Des retrouvailles. Je me souviens avoir pensé que c'était une bonne idée. Je me souviens avoir pensé que c'était exactement ce dont nous avions besoin, car les choses entre Sandra et moi étaient tendues depuis des mois, une tension sourde et tranquille que je ne pouvais nommer, une série de petits silences qui s'additionnaient pour former quelque chose que j'essayais de ne pas examiner de trop près. Je pensais que le dîner aiderait. J'ai cuisiné tout l'après-midi. Poulet rôti, pommes de terre 2 fois cuites, haricots verts aux amandes. J'ai mis la table comme Sandra aimait. De belles serviettes en tissu, les grandes bougies dans les chandeliers en argent que sa mère nous avait offerts comme cadeau de mariage. Ethan m'a aidé à plier les serviettes et m'a raconté des blagues sur les dinosaures. Lily était assise sur le comptoir de la cuisine, mangeant des tranches de pommes et demandant quand tout le monde arriverait. Ce fut un bon après-midi, je tiens à le dire clairement. Avant que tout ne se brise, ce fut un après-midi vraiment agréable. Ruth est arrivée la première, portant un gâteau au citron dans un plat de transport. Elle avait clairement conduit 45 minutes depuis sa maison de Westerville, les 2 mains sur le volant. Elle m'a serré dans ses bras à la porte et m'a tapoté la joue comme elle le faisait toujours, disant que la maison sentait merveilleusement bon. Elle a demandé des nouvelles des enfants. Elle avait l'air fatiguée, pensai-je, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Amber est arrivée 20 minutes plus tard. Je n'avais pas vu Amber depuis presque 2 ans. Elle avait l'air différente, plus mince. Ses cheveux étaient plus courts. Elle avait toujours été jolie d'une manière acérée et anguleuse que certaines femmes portent comme un avertissement. Maintenant, elle semblait vidée, comme si quelque chose avait été retiré derrière ses yeux. Elle a serré Sandra dans ses bras à la porte. Une longue étreinte, le genre qui signifie quelque chose. Et puis elle m'a regardé par-dessus l'épaule de Sandra et l'expression sur son visage. Je ne savais pas comment la lire à ce moment-là. Je sais maintenant. Nous nous sommes assis pour manger.
Les enfants étaient à l'étage avec leurs tablettes, le compromis que Sandra et moi avions trouvé pour les dîners d'adultes. 30 minutes de temps d'écran pendant que les adultes mangeaient, puis ils descendraient pour le dessert. Ruth a parlé de son jardin. Elle avait essayé les dahlias pour la première fois et était prudemment satisfaite de leurs résultats. Sandra a parlé d'un projet au travail, une restructuration qui avait été stressante pendant des mois, se résolvant finalement d'une manière qui faisait du bien. J'ai parlé d'un chantier, de quelque chose d'amusant qu'Ethan avait dit au petit déjeuner, des gouttières que je n'arrêtais pas de promettre de réparer. Conversation de dîner normal, la machinerie fiable d'une famille qui fonctionne. Amber était silencieuse. Elle picorait sa nourriture. Elle faisait tourner son verre de vin entre ses doigts sans en boire. J'avais remarqué cela, mais je l'avais attribué à l'étrangeté de retrouver sa maison après 2 ans d'absence. Phénix avait le don de remettre les gens à zéro, avais-je toujours pensé. Sa chaleur et sa platitude créant une distance particulière avec ce qu'on avait laissé derrière soi. Amber y était allée pour un emploi et y était restée pour des raisons qu'elle n'avait jamais entièrement expliquées, et j'avais toujours senti qu'elle réglait quelque chose à une distance confortable de Columbus et de sa famille. C'était son affaire. Je n'ai pas insisté. Je l'ai interrogée sur Phénix. Elle a dit que c'était bien. Je l'ai interrogée sur son travail. Elle a dit qu'elle l'avait quitté. Je lui ai demandé si elle allait bien. C'était la mauvaise question. Ou peut-être était-ce exactement la bonne. Amber posa sa fourchette. Le son qu'elle fit en touchant l'assiette était très faible, très précis. C'était le genre de son qui vous fait lever les yeux, non pas parce qu'il est fort, mais à cause de l'intentionnalité derrière. Elle regarda Sandra. Pas moi, Sandra, et elle dit « Je dois vous dire quelque chose. J'essaie de trouver comment depuis des mois, et je ne peux plus porter ça. » Sandra posa sa propre fourchette. Son expression changea, cette neutralité prudente et contrôlée qu'elle affichait quand elle sentait le trouble approcher. Sandra était une femme capable de gérer presque n'importe quoi tant qu'elle avait un instant pour se préparer. C'était sa façon de se préparer. Qu'est-ce que c'est ? Je remarquai alors la qualité du silence dans la pièce. Les bougies brûlaient régulièrement dans leur chandelier d'argent. L'odeur du poulet rôti que j'avais passé l'après-midi à préparer, maintenant en train de refroidir dans son plat. Les mains de Ruth croisées sur la table. Tout était très immobile. L'immobilité spécifique qui précède quelque chose d'irrévocable. Les yeux d'Amber se tournèrent vers moi. « Je suis enceinte, » dit-elle. La table devint très silencieuse. Ruth émit un petit son, quelque chose entre la surprise et un souffle retenu. Sandra ne dit rien. Je ne dis rien. J'attendais la suite de la phrase, l'explication, le contexte qui donnerait un sens à tout cela. Une annonce de grossesse lors d'un dîner d'anniversaire. Quelqu'un qu'Amber avait rencontré, une décision qu'elle avait prise. J'étais déjà en train de préparer mon expression de félicitation. Puis Amber dit « Daniel est le père ». J'entendis les mots. Je compris les mots individuellement. Mais pendant plusieurs secondes, ils ne s'assemblèrent pas en un sens. Je restai assis là, le couteau toujours à la main, regardant la sœur de ma femme, essayant de trouver la cohérence dans ce qui venait d'être dit. Les bougies continuaient de brûler, la nourriture continuait de refroidir. Dehors, derrière la fenêtre, l'obscurité d'octobre continuait de s'épaissir, complètement indifférente. « Ce n'est pas possible, » dis-je. Ma voix était très calme. Cela me surprit. « Daniel. » Sandra prononça mon nom comme une question, comme un verdict. « Sandra, je ne sais pas de quoi elle parle. Je n'ai jamais... Amber et moi n'avons jamais... » « Ne fais pas ça. » La voix d'Amber se brisa. Elle regardait la table maintenant. Ses mains étaient serrées devant elle, les jointures blanches, les jointures d'une personne qui s'accroche à quelque chose pour garder l'équilibre. « S'il te plaît, ne le nie pas. » « Je ne nie rien, je te dis la vérité.
Il n'y a rien entre Amber et moi. Il n'y a jamais rien eu. Sandra. Amber leva les yeux. Des larmes coulaient maintenant, silencieusement. Je suis désolé, je suis tellement désolé, mais je devais te le dire. Je ne pouvais pas te laisser continuer à vivre, je ne pouvais pas te regarder. Elle s'arrêta, elle serra les lèvres, et quelque chose traversa son visage que je ne pouvais pas déchiffrer alors. Quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement, un fardeau transféré, une tâche accomplie. Non pas l'angoisse persistante de quelqu'un qui vient de faire exploser sa propre famille, autre chose. Quelque chose de plus petit et de plus contenu, rapidement réprimé mais présent. Je l'ai perçu, je l'ai rangé quelque part et j'ai continué. Sandra. Ma voix était aussi ferme que je pouvais la rendre. Regarde-moi. Elle me regarda, et dans ses yeux, dans la géographie spécifique de son visage que je lisais depuis 11 ans, je vis quelque chose qui me brisa le cœur plus complètement que l'accusation elle-même. Je ne vis pas de certitude, je ne vis pas la conviction absolue d'une femme qui avait déjà décidé que son mari était coupable. Je vis le doute, un doute terrible, angoissant, le doute d'une personne confrontée à quelque chose qui correspond trop bien à des peurs qu'elle portait silencieusement, seule, sans les nommer. La tension que j'avais remarquée depuis des mois, les silences qui s'étaient accumulés. Elle avait été malheureuse et elle ne me l'avait pas dit, et maintenant voici une explication, livrée avec des larmes et une grossesse, et cela correspondait à l'espace émotionnel qu'occupait son malheur. Elle se leva de table, elle ne cria pas. Ce fut la partie qui me défit. Elle ne jeta rien, ne hurla pas et n'exigea pas de réponse. Elle se leva simplement, très fermement, et me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Un regard de chagrin absolu, définitif, comme si elle avait attendu cette confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà. « J'ai besoin de temps, dit-elle. »« Sandra. » »« Non. » Elle ramassa son téléphone sur la table. « J'ai besoin de temps, Daniel. » Elle quitta la salle à manger. J'entendis ses pas dans l'escalier. J'entendis la porte de la chambre se refermer, pas claquer, fermer. Délibérément et avec précision. Ruth fixait son assiette. Amber pleurait doucement, ses épaules secouées de petits sanglots contenus. Dehors, derrière la fenêtre, la soirée d'octobre était devenue complètement sombre, le quartier dissimulé derrière l'obscurité. Je regardais la sœur de ma femme de l'autre côté de la table, par-delà les ruines du dîner que j'avais passé tout l'après-midi à préparer, par-delà le naufrage d'une fête d'anniversaire, d'une réunion de famille et de 11 années d'une vie que j'avais bâtie, aimée et que j'avais l'intention de conserver, et je dis très doucement « Amber, quoi que ce soit, quoi qu'il se passe réellement, tu dois me dire la vérité. » Elle ne voulut pas croiser mon regard, elle ne dit plus un mot. Sandra partit le lendemain matin. Elle fit sa valise, je l'entendis se déplacer discrètement dans la chambre à 6 heures du matin. J'entendis le glissement des tiroirs et le zip de son sac de voyage, tandis que j'étais allongé dans la chambre d'amis où j'avais passé la nuit à fixer le plafond. Elle emmena les enfants à l'école. Elle revint et termina de faire ses bagages. Puis elle frappa à la porte de la chambre d'amis. « Je vais rester chez maman quelque temps, » dit-elle quand j'ouvris. « J'ai besoin d'espace pour réfléchir. »« Sandra, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Qu'est-ce que tu vas expliquer, Daniel ?» Sa voix était ferme, mais ses yeux étaient rouges. « Elle est enceinte de 12 semaines. Elle m'a dit que toi et elle, l'année dernière, à Phoenix, quand tu es venu pour ta conférence. » Je la fixai. « J'étais à une conférence à Phoenix en octobre dernier, » dis-je lentement. « J'y suis resté 4 jours. Je n'ai pas vu Amber. Je ne savais même pas qu'elle était dans la même ville. » Elle a dit que tu l'avais appelée, que vous vous étiez rencontrés pour dîner. Ce n'est pas arrivé. Sandra me regarda longuement. « Je veux te croire, dit-elle.
Mais elle porte un bébé, et elle t'a nommé, et tu étais là-bas. » Elle ramassa son sac. « J'ai besoin de réfléchir. S'il te plaît, ne m'appelle pas pendant quelques jours. » La porte se referma. Je restai debout dans le couloir de ma propre maison, dans le matin gris de Columbus, et j'écoutais la voiture de ma femme reculer hors de l'allée. Le son du moteur s'estompant dans la rue fut le son le plus solitaire que j'aie jamais entendu. Non pas à cause de son volume, il était discret, ordinaire, le son exact qu'une voiture fait lorsqu'elle s'éloigne d'un trottoir un matin de semaine dans une banlieue de Columbus, Ohio. Mais à cause de ce que cela signifiait, à cause du silence particulier qu'il laissait derrière lui. Longtemps, je ne bougeais pas. Puis j'allai à la cuisine et me préparai un café. Je m'assis à la table de la cuisine, la même table où tout s'était effondré la nuit précédente, maintenant débarrassé et nettoyé comme si rien ne s'était passé, et je réfléchis à ce qu'Amber avait dit, pas à ce dont elle m'avait accusé, mais à la manière dont elle l'avait dit. Le soulagement sur son visage, la précision des détails qu'elle avait donnés à Sandra, la conférence, le moment, l'appel téléphonique. Je revenais sans cesse à ce soulagement. Je l'avais clairement perçu sur le moment, même à travers le choc et le vacarme de tout le reste qui s'effondrait. Il y avait quelque chose dans l'expression d'Amber, dans le souffle qu'elle avait exhalé après que les mots eurent été prononcés, qui ne correspondait pas au profil d'une femme faisant une confession dévastatrice. La honte, oui, la peur, certainement. Mais sous celle-ci, quelque chose qui ressemblait à un poids transféré plutôt que porté, comme une personne accomplissant une tâche assignée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un avait fait des recherches, quelqu'un avait été au courant de ma conférence, avait connu les dates, avait connu la ville, avait su qu'Amber était là, avait monté une histoire avec juste assez de détails vérifiables pour être crédible. J'étais chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne. Je n'étais pas important, je n'avais pas d'ennemis, je n'avais pas de secret. Ma vie était ordinaire à tous égards significatifs. Hypothèque, enfant, l'accumulation standard d'une existence de banlieue de classe moyenne. Je n'avais pas d'aventure à exposer, pas de vie cachée à exploiter. Je n'étais pas le genre de personne à attirer des complots élaborés, mais l'histoire avait été construite trop soigneusement pour une invention spontanée. Les détails étaient précis de la manière que seule la recherche produit, pas l'imagination. J'allai à mon bureau. J'ouvris mes emails. Je trouvai la confirmation de ma conférence à Phoenix, du 14 au 17 octobre l'année dernière. Weston Downtown, Phoenix. Je consultai mes relevés de carte de crédit. 4 jours de frais d'hôtel, de repas au restaurant, une voiture de location, chaque nuit justifiée avec la précision ennuyeuse d'un homme qui n'a pas de double vie. Je n'avais pas rencontré Amber pour dîner. Je ne l'avais pas appelée. Je lui avais à peine parlé l'année précédente. Nous n'avions jamais été proches. Elle était la sœur de Sandra, présente à Noël et aux anniversaires, une figure agréable, vaguement distante, en marge des réunions de famille. Nous nous entendions bien de la manière douce et simple des gens qui partagent une famille, mais pas une amitié. Je téléphonai à mon collègue Marcus, qui avait assisté à la même conférence. Il se souvenait que j'y étais. Il se souvenait que nous avions dîné le 3e soir, des sushis, dit-il, l'endroit près de l'hôtel avec le bon menu au macassé. Il se souvenait m'avoir déposé à l'hôtel à 10 heures, parce que je le lui avais demandé, car je voulais commencer tôt les sessions du 4e matin. L'histoire qu'Amber avait racontée était impossible, ce qui signifiait que quelqu'un la lui avait donnée, l'avait recherchée, construite et placée entre ses mains, accompagnée d'instructions qu'elle avait, pour des raisons que je ne comprenais pas encore, accepté de suivre. La question était qui et pourquoi. Je restai assis dans cette cuisine pendant 3 heures ce premier jour, le café refroidissant puis refroidissant encore, tandis que je préparais de nouvelles tasses sans les boire, élaborant un modèle mental de ce que je savais et de ce que j'ignorais. La maison semblait immense sans Sandra, sans le bruit des enfants,
sans la bande-son domestique ordinaire que j'avais passé des années à peine à remarquer et qui était maintenant, en son absence, presque insupportablement bruyante, de la manière dont les silences le deviennent. Le gant de baseball d'Ethan était sur le comptoir. Lily avait laissé son carnet de dessin ouvert sur le banc de la fenêtre. De petites preuves de vie qui continuaient malgré tout, qui avaient besoin d'être soignées, nourries et couchées, peu importe ce que leurs parents traversaient. Je téléphonai à la mère de Sandra cet après-midi-là. Ruth répondit à la 3e sonnerie et sa voix, lorsqu'elle entendit la mienne, était prudente, mesurée. La voix d'une femme essayant d'être juste dans une situation qui semblait injuste. « Ils sont tous les deux ici, dit-elle, avant que je puisse demander. Sandra et les enfants. Ils vont bien, Daniel, ils sont bien. Je sais, je n'allais pas vous demander de... Je sais que non. » Une pause. « Avez-vous besoin de quelque chose ? » « Je voulais juste savoir qu'ils étaient en sécurité, dis-je. » Ruth resta silencieuse un instant. « Elle vous aime, dit-elle finalement, très doucement. Quoi qu'il arrive d'autre, je veux que vous vous en souveniez. » Je m'accrochai à cette phrase pour le reste de la journée comme à une corde dans l'eau sombre. L'histoire qu'Amber avait racontée était impossible, et Ruth, qui s'était assise à cette table et avait écouté l'accusation de sa fille, venait de me dire que Sandra m'aimait. Non pas qu'elle me croyait, non pas qu'elle rentrait à la maison, mais que l'amour, un amour réel, véritable, accumulé, était toujours là, de l'autre côté de tout cela. C'était suffisant pour continuer à travailler. J'allai à mon bureau, j'ouvris mes emails, et je commençai à constituer un dossier. Le 3e jour après le départ de Sandra, mon téléphone sonna à 7 heures du matin. Un numéro inconnu, indicatif régional de Phoenix. Je faillis ne pas répondre. J'étais debout dans la cuisine, dans les mêmes vêtements que la veille, mal rasé, tenant une tasse de café froid, ressentant l'épuisement particulier d'un homme dont la vie s'effondre au ralenti. Je répondis « Est-ce Daniel Whitmore ?» Une voix de femme. Jeune, prudente. « C'est bien moi. Qui est à l'appareil ?» Une pause. « Mon nom est Tess Carver. J'étais une amie d'Amber. Nous avons travaillé ensemble à Phoenix jusqu'à ce que je retourne à Columbus il y a 6 mois. » Une autre pause, plus longue. « Monsieur Whitmore, je vous appelle parce que je pense que quelque chose ne va pas du tout et je ne sais pas qui d'autre appeler. » Je posai la tasse. « Que voulez-vous dire par « ne va pas » ? Je sais ce qu'Amber a dit au dîner. Elle m'a appelé après. Elle était bouleversée, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Elle ne sonnait pas comme quelqu'un qui venait de faire quelque chose de courageux. Elle avait l'air effrayée. Tess hésita. Je connais Amber depuis 3 ans. Elle n'est pas une personne cruelle. Elle ne ferait pas ça toute seule. Toute seule ? Mon pouls s'accéléra. Que voulez-vous dire ? Je dis qu'il y a environ 4 mois, Amber a commencé à fréquenter quelqu'un. Un homme qu'elle a rencontré par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Elle était très discrète à son sujet. Elle ne me disait pas son nom, en parlait à peine, mais je pouvais voir que c'était devenu sérieux rapidement, trop rapidement. Elle marqua une pause. Et puis elle a commencé à changer, à devenir plus silencieuse, à prendre ses distances. Je lui ai demandé si elle allait bien et elle a dit que oui, mais elle n'allait pas bien. Savez-vous qui est cet homme ? Non, elle ne m'a jamais dit son nom. Mais M. Whitmore, la semaine avant qu'Amber ne s'envole pour Columbus pour votre dîner, je l'ai vu quitter un café avec un homme que je ne reconnaissais pas. Je n'y ai pas pensé à l'époque. Mais après le dîner, après qu'elle m'a appelé, j'y ai repensé. Il avait l'air de lui donner des instructions. Elle hochait la tête. Elle avait l'air de quelqu'un qui recevait des ordres. La cuisine semblait très calme. Dehors, les arbres étaient maintenant dépouillés, novembre les ayant réduits à rien.
Tess, dis-je, reconnaîtriez-vous cet homme si vous voyiez une photo? Peut-être. Je l'ai bien regardé. Je vais vous envoyer des photos. Si vous reconnaissez quelqu'un, j'ai besoin que vous me le disiez. Je raccrochai et m'assis lourdement sur la chaise de cuisine. La tasse de café restait sur le comptoir, oubliée. Mon esprit tournait vite maintenant, tirant les fils, essayant de trouver la forme d'une chose que je ne pouvais pas encore entièrement percevoir. Quelqu'un avait orchestré cela. Quelqu'un avait trouvé Amber, l'avait manipulé, lui avait fourni une histoire construite à partir de détails réels et vérifiables. Quelqu'un avait orchestré la destruction de mon mariage avec la précision d'une personne qui l'avait planifié méticuleusement et à distance. La question demeurait « Qui ?» J'ai commencé à dresser une liste. Tous ceux qui connaissaient la conférence de Phoenix, tous ceux qui avaient une raison de vouloir la destruction de mon mariage, le bouleversement de ma vie, la ruine de ma réputation. La liste était courte, trop courte. Un nom ne cessait d'apparaître, peu importe mes efforts pour l'ignorer. Un nom qui me nouait l'estomac parce que je ne voulais pas que ce soit vrai. Mon beau-frère, le frère aîné de Sandra, un homme nommé Carter Reeves. Laissez-moi vous parler de Carter Reeves. Il était le seul frère et sœur de Sandra en dehors d'Amber, de 10 ans son aîné, le genre d'homme qui remplissait une pièce non pas de chaleur, mais de l'attente d'être remarqué. Réussir, de cette manière particulière dont réussissent les hommes d'âge mûr qui n'ont jamais eu à faire face à de réelles conséquences. Une entreprise immobilière bâtie en partie sur l'argent de leurs parents, une grande maison à Dublin, Ohio, une facilité à paraître généreux tout en tenant des comptes méticuleux de ce qui lui était dû. Il avait l'allure d'un homme habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait. Pas de manière agressive. Carter était trop prudent pour l'agression, trop entraîné dans la performance sociale de la sympathie. Mais toujours le léger poids de sa présence, la façon dont les conversations tendaient vers lui, la manière dont il recevait les compliments et les absorbait, comme s'il s'agissait d'un tribut attendu. Sandra avait grandi dans son ombre et appelait cela de l'amour. Ce n'est pas une critique de Sandra. Elle avait 10 ans de moins et il avait toujours, au sens propre du terme, veillé sur elle. Je le comprenais. Je l'avais respecté au début. Sandra l'adorait, l'avait adoré toute sa vie. C'était le frère aîné, le protecteur, l'autorité. Lorsque nous nous sommes fiancés, son approbation avait compté pour elle d'une manière que j'avais comprise comme étant de l'amour, mais que j'avais aussi, en privé, trouvée discrètement épuisante. Son approbation avait mis du temps à venir et elle était arrivée sous une forme détournée. Il m'avait serré la main à la fête de fiançailles et avait dit « Tu es un homme solide, Daniel », avec une expression qui montrait clairement que « solide » n'était pas tout à fait l'adjectif qu'il avait espéré utiliser. Carter ne m'avait jamais aimé. Il ne l'avait jamais dit directement. C'était toujours dans le poids particulier de ses silences, la façon dont il me regardait lors des réunions de famille, évaluant, calculant, rejetant, la façon dont il faisait des blagues à mes dépens, déguisées en admiration. « Daniel est le pragmatique », disait-il avec un sourire qui signifiait le contraire. « Daniel reste discret, fait le travail. » L'implication étant toujours, et ne s'élève pas au-dessus de ça. J'avais passé 11 ans à absorber ces petites piques et à ne rien dire, parce que Sandra aimait son frère et que j'aimais Sandra, et que le calcul était assez simple. Quand Sandra et moi avions acheté notre maison il y a 11 ans, Carter avait voulu que nous utilisions une propriété qu'il possédait, une location qu'il essayait de vendre. J'avais refusé. J'avais fait inspecter la propriété par un géomètre et découvert des problèmes de fondation que Carter ignorait ou ne voulait pas connaître. J'avais emmené Sandra voir le rapport et nous avions acheté notre maison actuelle à la place. Carter s'était montré courtois à ce sujet, publiquement. Il avait dit toutes les bonnes choses au bon moment concernant la recherche de la bonne adéquation et le fait de ne pas vouloir que nous fassions de compromis. Et puis, au cours des mois et des années suivantes, il avait été subtilement différent.
pas hostile. Carter était trop maître de lui pour une hostilité ouverte. Mais le regard évaluateur avait désormais une pointe d'amertume. Les compliments détournés avaient une nuance légèrement plus acerbe. Il y a 18 mois, j'avais découvert, accidentellement par l'intermédiaire d'un contact professionnel commun, que Carter avait tenté de détourner un contrat majeur de mon entreprise vers une société dans laquelle il avait un intérêt financier. Rien d'illégal, à peine contraire à l'éthique selon les normes laxistes de son monde, mais délibéré, calculé, un petit acte de sabotage, habillé du langage des relations d'affaires et des connexions personnelles, niable et précis. Je n'en avais pas parlé à Sandra. Je ne voulais pas de la dispute. Cette dispute particulière qui m'aurait obligé à lui demander de voir son frère clairement, ce qui est l'une des choses les plus douloureuses que l'on puisse demander à quelqu'un. J'avais géré cela discrètement par mes propres contacts et j'étais passé à autre chose. Je me demandais maintenant, assis dans ma cuisine avec le dossier de preuves qui s'épaississait sur mon écran, si cela avait été une erreur, si j'avais accordé à Carter une décennie de passe-droit, de silence courtois et de ressentiment ravalé, et s'il avait interprété chacun d'eux comme la confirmation que je pouvais être géré. Qu'il n'y avait pas de conséquences. Que la distance entre ses sentiments à mon égard et ma destruction réelle n'était qu'une question de volonté. J'ai consulté les réseaux sociaux de Carter, j'ai fait défiler 6 mois de publications, rien d'utile. Il était prudent à cet égard. Le profil public de Carter ne montrait que des événements caritatifs, des conférences de l'industrie et des publications enthousiastes sur sa nièce et son neveu. L'homme d'affaires parfait de Columbus, soucieux de la communauté et orienté vers la famille. J'ai continué à chercher. Le 4e résultat était un article de l'industrie immobilière datant d'il y a 8 mois. Une conférence, un nouveau projet de développement dans la Sun Belt. Carter Reeves, promoteur immobilier de la région de Columbus, photographié lors d'un événement de réseautage à Phoenix, Arizona. Serrant la main de 2 hommes que je ne reconnaissais pas, souriant à une table de cocktail qui avait été dressée pour paraître décontractée et informelle, mais ne l'était pas. Il avait été à Phoenix il y a 8 mois, à peu près au moment où Amber avait commencé à fréquenter le mystérieux nouvel homme. Je suis resté assis, absorbé, un long moment. L'horloge de la cuisine au-dessus de la cuisinière égrenait les secondes. Dehors, l'après-midi de novembre s'estompait, le ciel de Columbus de la couleur du béton froid. Puis j'ai appelé Marcus au travail. « J'ai besoin d'un service, dis-je, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions pour l'instant. » Marcus me devait une fière chandelle. 3 ans plus tôt, je l'avais couvert lors d'une échéance de projet qu'il avait manqué pour des raisons personnelles qui auraient mis fin à sa carrière si elles avaient été révélées. Il n'aimait pas avoir de dettes envers les gens. Quand j'ai demandé le service, il n'a pas posé de questions. Ce dont j'avais besoin, c'était d'accéder aux registres commerciaux publics de Carter. Dépôt de propriété, enregistrement de LLC, déclaration financière. Marcus avait un contact dans une société de titres qui pouvait obtenir certains de ces documents légalement et rapidement. Ce qui était revenu 3 jours plus tard était intéressant. Carter possédait 3 LLC dont j'ignorais l'existence. 2 étaient des sociétés immobilières actives. La 3e était inactive depuis des années, mais il y a 6 mois, la 3e était redevenue active, avec une nouvelle adresse d'agent enregistré. À Phoenix, Arizona. Cela pouvait être une coïncidence. Je ne croyais plus aux coïncidences. Je me suis rendu chez ma belle-mère un mardi matin, sans prévenir. J'ai frappé à la porte de Ruth et elle a ouvert en robe de chambre, me regardant avec ce qui aurait pu être de la sympathie ou de l'embarras. Je ne pouvais pas dire. « Sandra est-elle là ?» demandai-je. « Elle est au travail. » Ruth m'a étudié. Daniel. Entrez. Elle a préparé du thé qu'elle savait que je ne boirais pas et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. Et je lui ai demandé aussi doucement et directement que possible si elle savait qu'Amber fréquentait quelqu'un de nouveau à Phoenix.
Ruth est restée silencieuse un instant, le genre de silence qui signifiait qu'elle décidait de ce qu'elle allait dire. Elle a mentionné quelqu'un, dit enfin Ruth. Plus tôt cette année. Elle a dit qu'il était plus âgé. Elle semblait, je ne sais pas elle-même. Je lui ai demandé si elle était heureuse et elle a dit que oui, mais... Ruth a enveloppé sa tasse de thé de ses deux mains. Une mère sait. T'a-t-elle donné un nom? Ruth a secoué la tête. Elle était très discrète à ce sujet. L'as-tu déjà rencontrée? Ruth a hésité, très légèrement. Mais je l'ai remarqué. Tu l'as rencontrée? Dis-je. Ruth a baissé les yeux vers son thé. Carter l'a amenée à mon dîner d'anniversaire, en juin. Il l'a présentée comme un associé d'affaires. Je n'ai pas fait le lien avec l'homme d'Amber avant maintenant. Elle a levé les yeux. Ses yeux s'étaient incertains, troublés. Son nom était Gregory. Son nom de famille? Je ne sais pas, Carter n'a pas dit. Elle a marqué une pause. Mais il était très attentif, très charmant. Il a accordé beaucoup d'attention à Amber. Je suis rentré chez moi, les mains serrées sur le volant et l'esprit en pleine effervescence. Carter avait présenté l'homme à Amber. Carter avait une connexion d'affaires à Phoenix. Carter avait des raisons, peut-être pas rationnelles, peut-être pas proportionnées, mais réelles, de vouloir la destruction de mon mariage. Amber n'était pas une méchante dans cette histoire. Elle était une pièce que quelqu'un d'autre avait déplacée. La question à laquelle je ne pouvais pas encore répondre était « Pourquoi maintenant? Pourquoi avec une telle précision? Pourquoi cette méthode particulière ?» La réponse se trouvait dans quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Je suis rentré chez moi, me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les dossiers que j'avais constitués au cours des 2 dernières semaines. Relevés de cartes de crédit, manifeste de vol que j'avais obtenu par l'intermédiaire d'un contact de mon cabinet qui travaillait avec les réservations de voyage. L'article sur la conférence de Carter à Phoenix. Et puis j'ai trouvé quelque chose que j'avais manqué auparavant. Il y a 14 mois, Sandra et moi avions mis à jour nos testaments. Dans le Nouveau Testament, celui que nous avions tous deux signé avec notre avocat spécialisé en succession, Sandra avait inclus une clause dont je me souvenais avoir discuté, mais à laquelle je n'avais plus pensé depuis. En cas de divorce, sa part de nos biens détenus conjointement serait gérée par le biais d'une fiducie familiale plutôt que divisée directement. Le fiduciaire désigné pour gérer cette fiducie, à l'insistance de Sandra, était Carter. Si mon mariage prenait fin, Carter contrôlerait une part significative de notre patrimoine commun. Je me suis assis sur ma chaise de bureau et j'ai regardé ce document pendant très longtemps. Je suis allé à Phoenix en voiture. Je n'ai rien dit à Sandra. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Marcus, qui a accepté de me couvrir au travail pendant 2 jours. J'avais l'adresse d'Amber. Sandra me l'avait donnée des années auparavant en cas d'urgence et je l'avais gardée dans mes contacts sans y penser. Je me tenais devant son immeuble, un jeudi gris en Arizona. J'ai sonné à son appartement et j'ai attendu. La porte de l'immeuble s'est ouverte. Amber est apparue. Elle avait l'air pire qu'au dîner. Le vide que j'avais remarqué s'était accentué. Elle était plus mince. Ses yeux étaient rouges, soit récemment, soit de manière chronique. Je ne pouvais pas dire. Elle m'a vu et s'est immobilisée. « Je ne suis pas ici pour être en colère », ai-je dit. « Je ne suis pas ici pour te menacer. J'ai juste besoin que tu me parles. » Amber m'a fixé du regard pendant un long moment. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose dans ses épaules s'est relâché. « Monte », a-t-elle dit. Son appartement était propre mais dépouillé. Le genre de dépouillement qui ne vient pas du minimalisme mais de l'absence, comme si des choses avaient été retirées. Un canapé, une table, une estampe au mur, une cafetière. C'était presque tout. Elle a préparé du café sans me demander si j'en voulais, l'a posé devant moi, s'est assise en face de la table et a regardé sa propre tasse. « Je suis tellement désolée », a-elle dit.
Je suis tellement, tellement désolé, Daniel. » « Je sais que tu l'es, » ai-je dit. « Dis-moi qui t'a dit de faire ça. » Elle a levé les yeux vers moi. « Comment as-tu su ? Parce que l'histoire était trop précise, trop construite, tu n'aurais pas pu inventer les détails de ma conférence toute seule. Quelqu'un qui a fait des recherches sur moi te les a donnés. » Amber est restée silencieuse pendant un long moment. Elle a enveloppé sa tasse de ses 2 mains de la même manière que sa mère, et j'ai pensé, même maintenant, même dans cette situation, à quel point elle était clairement la fille de Ruth. « Son nom est Gregory Mast », a-t-elle dit finalement. « Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Carter. Je sais. » Elle a secoué la tête. « Je sais comment ça sonne. Mais il était gentil au début. Il était attentif et prévenant, et il m'écoutait d'une manière qui semblait réelle. » Elle a fermé les yeux. J'étais seul. J'étais ici depuis 2 ans et j'étais seul, et il semblait sincèrement se soucier de moi. Quand est-ce que ça a changé ? Au bout de 3 mois, il a commencé à suggérer des choses, de petites choses au début. Il a dit que Carter s'inquiétait du mariage de Sandra, que tu n'étais pas bon pour elle, que Carter avait des informations sur toi qui dévasteraient la famille si elles étaient révélées. Elle a ouvert les yeux. Il a dit qu'il avait besoin de mon aide pour protéger Sandra, que je pouvais soit l'aider, soit il révélerait quelque chose sur moi, d'avant, quelque chose dont je ne suis pas fier. Sa voix est devenue très basse. Il avait des photos d'il y a des années. Rien de criminel, mais elle m'aurait détruite professionnellement. Il les avait rassemblées depuis que nous nous étions rencontrés. Il avait construit un moyen de pression depuis le début. J'étais très silencieux. L'appartement bourdonnait faiblement du son de la ventilation de l'immeuble. Il m'a dit quoi dire, a poursuivi Amber. Il connaissait ta conférence. Il connaissait les dates, l'hôtel. Il m'a dit de dire à Sandra que nous nous étions rencontrés pour dîner et que tu m'avais appelé, que le bébé était le tien. Elle a serré les lèvres. Je suis enceinte. Cette partie est vraie. Mais le père est Grégory, pas toi. Il m'a fait accepter de te nommer. Il a dit que si je ne le faisais pas, il publierait les photos et aussi, il ferait du mal à Carter. Il a menacé Carter ? Il a dit que Carter lui devait une dette, que si je coopérais, la dette serait annulée et Carter serait en sécurité. Elle m'a regardé avec une expression étrange, pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la peur. Je pense que Carter ne sait pas exactement ce que Grégory a fait. Je pense que Carter pensait qu'il allait juste exposer quelque chose, une vraie infidélité. Je ne pense pas que Carter savait que Grégory allait tout fabriquer. Je me suis penché en avant. Amber, es-tu sûre que Carter ne savait pas que l'accusation était fausse ? Elle a hésité, assez longtemps pour que j'aie ma réponse avant qu'elle ne parle. Je ne suis plus sûre de rien, a-t-elle murmuré. Je suis rentré chez moi en avion, avec une vision plus claire et le cœur plus lourd. Laissez-moi vous dire ce que j'avais compris à ce moment-là. Carter Reeves avait, à un certain moment, décidé que mon mariage devait prendre fin, que ce soit à cause de l'argent, la fiducie, le contrôle qu'il gagnerait, ou que ce soit plus ancien et plus personnel que cela, une décennie de ressentiments accumulés, je ne le savais pas encore. Il avait trouvé Gregory Mast, un homme qui opérait dans la zone grise entre l'enquête privée et la manipulation, un homme ayant accès à l'information et un talent pour la construction. Il avait présenté Mast à Amber, apparemment sans lui révéler le plan complet. Mast avait fait le reste, construit une relation avec Amber, rassemblé des moyens de pression, élaboré l'histoire et livré la détonation à une table dressée de lin blanc et de la belle porcelaine de la mère de Sandra. Ce que je ne savais pas encore, c'était l'étendue de l'implication de Carter. S'il avait entièrement conçu le plan ou si Mast avait improvisé au-delà de ce que Carter avait autorisé.
si Carter était un intrigant calculateur ou un homme qui avait mis quelque chose en marche sans comprendre pleinement ce qu'il déchaînait. J'avais besoin de preuves, pas des suppositions, pas des déductions, pas une histoire qui avait du sens pour moi. Quelque chose qui pourrait résister à l'examen de Sandra surtout, car Sandra aimait son frère et elle ne croirait pas cela sans des preuves qu'elle ne pourrait pas rejeter. Je suis allé voir un avocat, pas un avocat spécialisé dans les divorces, un autre genre. Son nom était Priya Anand. Elle m'avait été recommandée par un associé de mon cabinet qui avait fait appel à elle pour un litige commercial. Il l'avait décrite comme minutieuse, discrète et absolument redoutable. Elle était les trois. Elle était assise en face de moi dans son bureau de l'Est de Columbus et a écouté tout ce que j'avais à dire, a posé des questions qui allaient droit au cœur de ce qui me manquait, puis a dit « Le fil conducteur dont vous avez besoin est Mast. Trouvez ses finances, trouvez qui l'a payé et quand. Comment? Avez-vous toujours contact avec Amber? Je crois que oui. Elle porte l'enfant de Mast, elle est vulnérable et elle a été utilisée. Elle est aussi, à l'heure actuelle, votre meilleure et peut-être unique témoin consentante. Priya a croisé les mains sur son bureau. Faites-la-moi parler. Si elle témoigne de ce qu'elle vous a dit, nous avons un point de départ. Et Monsieur Whitmore, vous devez dire quelque chose à votre femme avant qu'elle n'entende quoi que ce soit de la part de son frère. Elle ne répondra pas à mes appels. Elle prendra celui-ci, a dit Priya. Croyez-moi, dites-lui que vous avez des raisons de croire qu'elle a également été trompée. N'accusez pas encore Carter, ouvrez simplement la porte. J'ai envoyé un message à Sandra à 9h ce soir-là. Je sais que tu as besoin d'espace, je sais que tu souffres, mais j'ai découvert quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes. Non pas parce que je veux que tu me pardonnes, il n'y a rien à pardonner, mais parce que quelqu'un qui t'aime a fait quelque chose de terrible et que tu mérites de le savoir. Elle n'a pas répondu cette nuit-là. Elle a répondu à 6h le lendemain matin avec 2 mots. « Appelle-moi, j'ai appelé. »« Dis ce que tu as à dire », a-t-elle dit. Sa voix était contrôlée, professionnelle, la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle gérait quelque chose de difficile. Je suis allé à Phoenix, ai-je dit. J'ai parlé à Amber. Silence. Elle n'a pas inventé l'histoire elle-même, ai-je dit. Elle a été manipulée. Quelqu'un nommé Gregory Mast. Connais-tu ce nom? Non. Il est lié à Carter. J'ai entendu son souffle coupé et j'ai continué. Sandra, je ne te demande pas de me croire sur parole. Je te demande de laisser un avocat parler directement à Amber. Laisse-la l'entendre de la part de ta sœur, et ensuite, décide ce que tu crois. Une très longue pause. Pourquoi Carter ferait-il cela? Sa voix, pour la première fois, n'était pas contrôlée. Quelque chose s'y était brisé. Je crois que je sais, mais je veux que tu entendes tout avant que je te dise ce que je pense. Une autre pause. Amber va bien? A demandé Sandra, et dans cette question, ce pivot instinctif vers le bien-être de sa sœur, même au milieu de sa propre dévastation, je me suis souvenu exactement pourquoi j'étais tombé amoureux de cette femme il y a 11 ans. Elle a peur, ai-je dit, mais elle va bien, elle veut te parler. Sandra est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Envoie-moi les coordonnées de l'avocat, a-t-elle dit finalement. Pendant que Priya travaillait, je travaillais. Ce dont j'avais besoin, c'était du lien financier. La preuve que Carter avait payé Mast l'avait mandaté ou avait, de toute manière vérifiable, dirigé ce que Mast avait fait à Amber et à mon mariage. Tess Carver, l'ancienne collègue d'Amber, avait vu Mast avec Amber avant le dîner. Elle était prête à faire une déclaration formelle à Priya. Mais une déclaration identifiant un homme dans un café n'était pas suffisante. Je suis retourné au registre des LLC,
La société dormante de Carter, celle qui avait été réactivée 6 mois auparavant avec l'adresse de Phoenix. J'ai engagé une société de recherche, une société légitime, du genre que les avocats d'affaires utilisent, pour retrouver l'agent enregistré à Phoenix. L'agent enregistré s'est avéré être une petite entreprise de service aux entreprises qui gérait des dizaines de LLC. Rien de suspect là-dedans. Mais l'adresse physique associée à la LLC réactivée, une suite dans un immeuble de bureau de Phoenix, était enregistrée auprès d'un espace de travail partagé. Et la liste des locataires de cet espace de travail, disponible publiquement via un annuaire professionnel, incluait un certain Gregory M. Mast, Consulting. La LLC réactivée de Carter et l'entreprise de conseil de Gregory Mast étaient enregistrées à la même adresse à Phoenix. J'ai donné cela à Priya. Elle est devenue très silencieuse en le voyant. « C'est bon, a-t-elle dit. C'est très bon, mais nous avons besoin des paiements. Comment les obtenir ? Nous ne les obtenons pas, a-elle dit. Pas directement, mais si Carter a payé Mast par l'intermédiaire de cette LLC, il y aura des déclarations d'entreprise, des dossiers fiscaux, des transactions enregistrées. Si nous pouvons démontrer un lien suffisant pour déposer une plainte auprès des autorités compétentes, elles pourront exiger la production des dossiers. Elle m'a regardé. Monsieur Whitmore, ce que nous construisons ici est un dossier pour ingérence délibérée dans un mariage, potentiellement du harcèlement, potentiellement du contrôle coercitif, selon ce qu'Amber pourra démontrer concernant les menaces de Mast. Ce n'est plus un litige civil. Vous dites que c'est criminel ? Je dis que ça pourrait l'être, et je dis que si vous voulez récupérer votre mariage, si vous voulez que votre femme comprenne ce qui s'est passé, cela doit passer par les voies officielles, ce qui signifie que Sandra doit être entièrement de la partie. Je suis rentré chez moi, me suis assis dans la cuisine et j'ai repensé au visage de Sandra à table, à ce regard de chagrin définitif, et je me suis demandé si une quelconque preuve suffirait à défaire ce qui nous avait été fait. Puis j'ai repensé à la voix d'Amber quand elle avait dit « Je suis tellement désolé », et j'ai pensé aux photos que Mast avait utilisées pour la contraindre. Et j'ai senti quelque chose s'aiguiser en moi qui n'était pas tout à fait de la colère, ni tout à fait de la détermination, mais une combinaison des deux que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai appelé Sandra. « Nous devons nous rencontrer, ai-je dit, nous tous, toi, moi et Amber, au bureau de Priya. » Un silence. « Quand ?» a demandé Sandra. « Samedi. » Je suis arrivé le premier au bureau de Priya et me suis assis dans la salle d'attente, les mains sur les genoux et l'esprit soigneusement immobile. J'avais fait ce que je pouvais faire. Le reste n'était plus entre mes mains. Sandra est arrivée 10 minutes plus tard. Elle avait l'air différente, plus mince comme Amber. La tension des 3 dernières semaines était visible dans la crispation de sa mâchoire et les légères ombres sous ses yeux. Elle s'est assise en face de moi dans la salle d'attente et m'a regardé un instant avant de détourner le regard. « Comment vont les enfants ?» ai-je demandé. « Ils demandent après toi », a-t-elle dit. « Je leur ai dit que tu travaillais tard. » Nous n'avons rien dit d'autre. Amber est arrivée avec Tess. Amber avait l'air petite et effrayée et, en voyant Sandra, son visage s'est froissé d'une manière qui semblait entièrement hors de son contrôle. Sandra s'est levée, a marché vers sa sœur et l'a serrée dans ses bras sans un mot. Elles sont restées ainsi pendant près d'1 minute. J'ai regardé le mur et les ai laissées faire. Priya a mené la réunion avec l'efficacité précise sur laquelle j'en étais venu à compter. Elle a présenté les preuves à Sandra, le lien avec la LLC, l'adresse enregistrée, le récit de Tess sur la rencontre au café, la chronologie documentée de la relation de Mast avec Amber qui avait commencé 8 mois auparavant, peu après la conférence de Carter à Phoenix. Amber a tout raconté à Sandra, absolument tout.
le levier que Mast avait accumulé, les photographies, la menace, les instructions qu'elle avait reçues sur ce qu'il fallait dire et comment le dire. Sandra a écouté sans parler pendant près de 40 minutes. Elle était assise très droite sur la chaise en face du bureau de Priya et son expression ne changeait pas. Et j'étais marié à elle depuis assez longtemps pour savoir que cette immobilité était le signe de sa plus grande peur. Quand Amber a eu fini, Sandra s'est tournée vers moi. « Savais-tu tout cela avant d'aller à Phoenix ?» a-elle demandé. Je me doutais qu'Amber avait été contrainte, ai-je dit. Je ne connaissais ni les détails, ni qui était derrière tout ça. Pourquoi t'en doutais-tu ? Parce que l'histoire était trop précise, trop élaborée, et parce que... J'ai marqué une pause. Parce que tu es une femme qui connaît les gens, tu connais ta sœur, et tu connais ton frère. Je pensais que si tu regardais cela clairement, sans le choc du dîner qui faisait encore obstacle, tu pourrais te demander si c'était vraiment l'Amber que tu connaissais. Sandra m'a regardé longuement, puis elle a dit très doucement « Je veux parler à Carter ». Nous n'avons pas prévenu Carter, Priya l'avait déconseillé. Sandra était d'accord. Au lieu de cela, nous nous sommes rendus chez Carter un dimanche matin, Sandra, Amber, Priya et moi-même, et avons frappé à sa porte. Carter a ouvert, vêtu d'une chemise décontractée et d'un pantalon kaki, une tasse de café à la main, et quand il nous a vus tous les quatre sur son pas de porte, son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, calcul, une reconstitution minutieuse de la normalité. « Sandra, a-t-il dit, qu'est-ce que c'est ?»« Nous devons parler, a dit Sandra, à l'intérieur. » Le salon de Carter était le genre d'espace vaste et luxueusement meublé qui tenait plus de la salle d'exposition que de la maison, des canapés en cuir sur lesquels personne ne s'affalait, des œuvres d'art qui coûtaient cher et ne disaient rien. Nous nous sommes assis et Carter s'est assis en face de nous et Priya a posé un dossier sur la table basse en verre et Carter l'a regardé comme un homme regarde quelque chose qu'il sait déjà, qui va lui faire du mal. « Nous savons pour Gregory Mast, a dit Priya. Nous savons pour votre LLC. Nous savons pour l'adresse à Phoenix. » La mâchoire de Carter s'est contractée. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé. Carter. » La voix de Sandra était très douce. « Regarde-moi. » Il l'a regardée, et quelque chose a basculé en lui. Pas du remords, pas tout à fait, mais une sorte d'effondrement, un abandon de la structure qu'il avait passé la matinée à assembler. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-il dit. Pas un aveu. Pas tout à fait. Le repli calculé d'un homme qui savait exactement où se trouvaient les limites légales. « Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer ?» a demandé Sandra. « Je pensais... » Il s'est arrêté, il a posé sa tasse de café. « Sandra, il n'était pas bon pour toi. Il n'a jamais été assez bien pour toi. Cette maison, ce travail, cette vie qu'il t'a donnée, tu méritais mieux et tu ne pouvais pas le voir parce que tu étais trop proche de tout ça. Alors tu as décidé de me l'enlever, a dit Sandra. J'ai décidé de t'ouvrir les yeux. » La pièce était très silencieuse. Dehors, la pelouse impeccable de Carter restait vide sous la lumière grise du matin. Quelque part à l'étage, une horloge tic-taquait. « Il avait des photos d'Amber, dis-je. Des photos qu'il a utilisées pour la contraindre à porter de fausses accusations. C'est toi qui les as présentées. Je ne savais pas qu'il avait un moyen de pression sur elle. » La voix de Carter était plus tendue maintenant. « J'ai dit à Mast que je voulais des informations. S'il y avait quelque chose à trouver, qu'il le trouve. S'il n'y en avait pas, je ne voulais pas de fabrication. Mais tu as accepté le résultat, dit Priya. Quand Amber est revenue avec une histoire, as-tu dit à qui que ce soit que ce n'était pas vrai? Es-tu allé voir Sandra pour lui dire « Je pense que cela pourrait être faux » As-tu demandé à Mast d'arrêter? Carter ne dit rien. « Non, dit Priya, parce que le résultat te convenait. Le mariage était brisé.
ta sœur était de ton côté, et selon les termes du testament de Sandra, si le mariage prenait fin, tu devenais le fiduciaire d'une part importante de ses biens. Les yeux de Carter se posèrent rapidement, involontairement, sur Sandra. Sandra le remarqua. « Je vois, dit-elle, très doucement, très définitivement. » Sandra, non. Elle se leva. Nous en avons fini ici. Nous sommes rentrés en silence, Sandra et moi dans la même voiture, pour la première fois en 3 semaines. Je n'ai pas essayé de rompre le silence. Les arbres le long de la route avaient perdu presque toutes leurs feuilles. Novembre avait fait son œuvre de dépouillement, ne laissant que les lignes nettes et nues des branches se dessiner sur le ciel blanc. Nous sommes arrivés dans l'allée et Sandra est restée assise, les mains sur les genoux, un instant avant de sortir. J'ai attendu. « Je te dois des excuses, » dit-elle, sans me regarder, les yeux fixés sur la maison. « Tu as cru ta sœur, » dis-je. Elle pleurait, il y avait une grossesse, l'histoire comportait des détails. Je ne t'en veux pas. J'aurais dû poser plus de questions. Peut-être, mais Carter avait monté tout cela depuis longtemps. Il l'avait construit pour qu'on le croie. Sandra se tourna vers moi. Ses yeux étaient épuisés. Depuis combien de temps savais-tu qu'il ne t'aimait pas ? Depuis longtemps, dis-je. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je veux te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. D'accord. As-tu déjà pensé à partir ? Pendant tout cela, les 3 dernières semaines, la chambre d'amis, la maison vide, as-tu pensé à simplement laisser tomber ? Je la regardais un instant. Son visage, le visage que j'avais regardé pendant 11 ans, à travers les tables de dîner et dans les chambres d'hôpital et le matin où nos enfants sont nés et dans la géographie quotidienne ordinaire d'une vie partagée. Non, dis-je. Jamais. Sandra resta silencieuse. Puis elle ouvrit la portière de la voiture. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à régler. Elle marqua une pause. Mais j'aimerais dormir dans notre lit ce soir, si ça te va. Ça me va, dis-je. Et pour la première fois en 3 semaines, j'ai expiré complètement. Sandra appela Amber ce soir-là. Je n'ai pas entendu toute la conversation. Sandra l'a prise dans notre chambre pendant que je préparais le dîner. Les gestes domestiques ordinaires de hacher et de remuer me semblant presque insupportablement précieux après 3 semaines de repas solitaires. Mais j'ai entendu le ton de la conversation à travers la porte, bas, puis animé, puis de nouveau calme, la forme acoustique particulière de sœur qui s'efforce de réparer quelque chose qui s'est brisé et doit être reconstruit avec soin. Quand Sandra est sortie, ses yeux étaient rouges, mais son visage était serein. « Elle veut élever le bébé, » dit Sandra. « Elle ne veut plus rien avoir à faire avec Gregory Mast. » Qu'allons-nous faire concernant Mast ? Priya va déposer une plainte officielle. Elle dit que la coercition, les photographies, la manipulation, il y a matière à procès. Ce ne sera pas rapide. Sandra s'assit à la table de la cuisine. Et Carter ? Que veux-tu faire ? Sandra regarda ses mains. J'y ai pensé depuis que nous avons quitté sa maison. J'ai essayé de comprendre comment séparer le frère que j'ai connu toute ma vie de l'homme qui a fait cela, et je n'y arrive pas. Elle leva les yeux. Ce sont la même personne. Je ne le savais juste pas. Je suis désolé, dis-je. Ne le sois pas. Elle secoua la tête. Ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est lui. Les enfants sont rentrés de chez Ruth à 7 heures. Ethan a fait irruption par la porte, a laissé tomber son sac à dos dans le couloir et s'est jeté sur moi avec toute la force d'un enfant de 9 ans qui ne connaît pas encore la retenue ou la subtilité, juste la pure impulsion et l'amour. Lily a grimpé sur les genoux de Sandra à la table de la cuisine et a niché sa tête sous son menton, et Sandra l'a serrée dans ses bras et a fermé les yeux. Ruth observait depuis l'embrasure de la porte.
Elle avait conduit les enfants elle-même. Elle croisa mon regard à travers la cuisine et hocha la tête une fois, très légèrement. Je lui rendis son signe de tête. Plus tard, après que les enfants furent couchés, Sandra et moi nous sommes assis sur la véranda arrière dans le froid avec des tasses de thé et avons parlé pendant 2 heures. De Carter, d'Amber, des 3 semaines qui venaient de s'écouler, de ce que nous avions chacun ressenti et n'avions pas dit. Des choses que nous aurions dû nous dire depuis plus de 3 semaines. La tension silencieuse que j'avais remarquée avant le dîner, les silences qui s'étaient accumulés entre nous avant que tout cela n'arrive. « J'ai été malheureuse, » dit Sandra. « Pas avec toi, mais je crois que j'ai lutté et que je ne te l'ai pas dit. Et je crois que Carter le savait. Je pense qu'il le voyait et qu'il s'en est servi. Depuis combien de temps ? 1 an, peut-être plus. » Elle a serré sa tasse à 2 mains. Je ne crois pas avoir su comment le dire. Je n'arrêtais pas de penser que c'était juste le stress du travail ou les enfants ou l'âge de la maison ou quelque chose qui passerait. Mais ce n'est pas passé. Elle a marqué une pause. Et puis Amber a dit ce qu'elle a dit et je crois que j'ai voulu y croire, Daniel. Non pas parce que je voulais te perdre, mais parce que cela donnait une explication à ce malheur, une raison. J'ai laissé cela planer. « Veux-tu qu'on y travaille ?» demandai-je finalement. « Oui, » dit Sandra. « Je le veux, mais je veux le faire honnêtement. Pas parce que quelque chose de terrible nous y a forcés. »« D'accord, » dis-je. « D'accord, faisons-le honnêtement. » Au-dessus de nous, le ciel de l'Ohio était constellé d'étoiles, froid, clair et très lointain. 3 semaines après la confrontation chez Carter, Priya m'a appelé pour me donner des nouvelles. « Mast a été localisé, » dit-elle. « Il est toujours à Phoenix. La plainte a été officialisée et j'ai été en contact avec un détective du bureau du shérif du comté de Maricopa. Ils prennent l'accusation de coercition au sérieux. » Elle a marqué une pause. « Il y a autre chose, quelque chose que nous ne savions pas auparavant. Dis-moi. » Gregory Mast a déjà fait cela, pas avec les mêmes détails, mais le même schéma. Trouver une cible vulnérable, établir une relation intime, créer un levier, puis utiliser cette personne pour exécuter une action qui profite à un client payant. Elle laisse rester silencieuse un instant. Il opère de cette manière depuis au moins 4 ans. Il y a 2 autres victimes potentielles, toutes 2 des femmes. Toutes 2 dans des situations où quelqu'un, vraisemblablement un client payant, voulait qu'un résultat spécifique soit atteint. Je me suis assis lentement. Carter n'était pas son premier client. Presque certainement pas. Et selon la tournure que prendra l'enquête, la responsabilité de Carter pourrait être plus grande que nous ne l'avions cru initialement. Elle a marqué une pause. Il pourrait y avoir des clients précédents qui peuvent être identifiés grâce au dossier financier de Mast. Si ces clients sont retrouvés et coopèrent, l'implication de Carter elle-même devient plus facile à poursuivre. Qu'est-ce que cela signifie en termes de calendrier ? Des mois, peut-être plus longtemps, ces choses avancent lentement. Sa voix s'adoucit légèrement, autant que la voix de Priya pouvait s'adoucir. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, Monsieur Whitmore. Ce que vous avez découvert, en allant à Phoenix et en parlant à Amber, a peut-être brisé un schéma qui nuisait à des gens depuis des années. Cela compte au-delà de votre propre situation. J'ai tenu le téléphone un instant après qu'elle ait raccroché. Devant la fenêtre de mon bureau, l'hiver de Columbus s'était installé. Ciel gris, arbres dénudés, le vide pur qui vient après que tout a été dépouillé et avant que quelque chose de nouveau n'ait poussé. J'en étais venu à comprendre ce vide différemment d'avant. Non pas comme une perte, comme un espace, comme le silence spécifique qui doit exister avant que quelque chose ne puisse être reconstruit. Carter a appelé Sandra en décembre.
Elle m'en a parlé après, assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et des papiers étalés autour d'elle, et avec cette énergie concentrée particulière qu'elle avait lorsqu'elle travaillait sur quelque chose de difficile. « Il a appelé pour s'excuser, dit-elle. Sa voix était neutre, pas de colère, neutre de la manière qui signifie que quelque chose a été décidé et qu'aucune chaleur supplémentaire n'est nécessaire. Vraiment ? Il a dit qu'il pensait m'aider. Il a dit qu'il avait fait des erreurs et que Mast était allé plus loin qu'il ne l'avait voulu. Elle a marqué une pause. Il a dit qu'il espérait que nous pourrions trouver un moyen de nous en sortir en tant que famille. Que lui as-tu dit ? Je lui ai dit que j'avais besoin de plus que sa parole. Je lui ai dit qu'Amber aurait besoin d'excuses sincères et documentées, quelque chose qu'elle pourrait utiliser dans son dossier contre Mast si elle le souhaitait. Je lui ai dit que tant qu'il ne serait pas disposé à faire une déclaration formelle reconnaissant son implication, je n'avais plus rien à lui dire. Je l'ai regardé. Comment l'a-t-il pris ? Il était resté silencieux longtemps, puis il a dit qu'il y réfléchirait. Sandra a fermé son ordinateur portable. Il pourrait le faire. Carter a toujours été un homme qui calcule les coûts et les bénéfices. Si le coût de son silence devient plus élevé que le coût d'admettre ce qu'il a fait, il l'admettra. Penses-tu qu'il le fera ? Sandra a réfléchi. Je ne sais pas. Avant, je pensais connaître Carter entièrement. Maintenant, je ne suis pas sûr de l'avoir connu du tout. Elle a regardé par la fenêtre. C'est étrange de ressentir cela pour quelqu'un que tu as connu toute ta vie. Je sais, dis-je. Elle m'a regardé. Vraiment ? Tu me connais depuis 11 ans. As-tu l'impression de me connaître ? J'ai l'impression de continuer à te découvrir, dis-je, ce qui est différent. Quelque chose a changé dans son expression, quelque chose de discret et d'intime. Oui, dit-elle. D'accord, c'est en fait une bonne réponse. Nous avons commencé la thérapie en janvier. Un thérapeute de couple nommé Owen, dont le bureau était orné de plantes aux fenêtres et qui avait l'habitude de poser des questions qui semblaient très simples jusqu'à ce qu'on essaye d'y répondre. Sandra a pleuré lors de la 2e séance d'une manière que je ne lui avais pas vue depuis la mort de son père. J'ai dit la vérité sur des choses que j'avais gardées pour moi pendant des années, de petits ressentiments que j'avais ravalés, des moments où je m'étais senti diminuer sans savoir comment l'exprimer. Ce n'était pas confortable, rien de tout cela n'était confortable, mais c'était réel, authentique. La version honnête de notre mariage en cours de reconstruction à partir de matériaux qui avaient toujours été là, mais n'avaient jamais été correctement assemblés. 2 semaines avant le Nouvel An, Amber m'a envoyé une lettre physique, manuscrite, qui m'a été transmise par le bureau de Priya à la demande d'Amber. Elle voulait, disait-elle, exprimer certaines choses par écrit afin qu'elles ne puissent être mal interprétées ou déformées. J'écris ceci parce que je veux que tu saches que je comprends ce que je t'ai pris. Pas seulement les semaines de ton mariage qui ont été endommagées, ou ta réputation, ou la confiance que tu as perdue avec Sandra. Je comprends que je t'ai fait douter de la sécurité des personnes les plus proches de toi. C'est un type de préjudice qui ne disparaît pas lorsque la vérité éclate. Il ne fait que changer de forme. J'avais peur de Grégory, c'est réel. Le levier qu'il avait était réel. Mais je veux aussi être honnête avec moi-même et avec toi. Il y avait une partie de moi qui a accepté trop facilement. Une partie de moi qui avait passé des années à regarder Sandra vivre la vie que je pensais vouloir, la maison, le mariage, les enfants, et à me sentir insignifiante en comparaison. Grégory a trouvé cette partie et l'a utilisée, mais elle était là pour être trouvée et je dois l'admettre. Je ne sais pas ce que je vais faire de la prochaine partie de ma vie. Je vais avoir ce bébé et je vais le faire seul parce que Grégory n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie ou dans celle de mon enfant. Je vais travailler avec les contacts de Priya sur l'affaire judiciaire et je vais découvrir lentement comment être la sœur que Sandra mérite.
Merci d'être allé à Phoenix. Tu n'étais pas obligé. Tu aurais pu te battre à distance par l'intermédiaire d'avocats et d'accusations sans jamais t'asseoir en face de moi. Tu es venu écouter, ce n'est pas rien. J'espère que toi et Sandra vous reconstruirez bien. Vous le méritez. Amber. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée et rangée dans le tiroir avec les autres documents de cette période, les registres de la LLC, les manifestes de vol, la liste que j'avais faite dans ma cuisine à 6 heures du matin alors que mon monde s'écroulait. Je n'ai rien jeté. Pas encore. Certaines choses doivent être gardées un peu plus longtemps avant de pouvoir être lâchées. En février, Priya a rappelé avec une nouvelle qui a changé l'ampleur de ce à quoi nous étions confrontés. L'une des autres femmes que Mast avait ciblées avait accepté de coopérer avec les enquêteurs. Son nom n'a pas été rendu public, mais par les canaux de Priya, j'en ai appris suffisamment. Elle avait été dans une situation similaire à celle d'Amber, une femme que Mast avait cultivée pendant des mois, sur laquelle il avait accumulé des leviers, qu'il avait ensuite utilisés pour fournir un faux témoignage dans une affaire civile qui avait bénéficié à un client payant. Ce client n'était pas Carter, ce qui signifiait que Mast avait au moins 2 clients, 2 relations payantes distinctes, 2 destructions orchestrées de vie d'autres personnes, opérées par le même mécanisme d'intimité et de coercition. L'ampleur de la chose était énorme. Non pas à la manière de conspiration à portée mondiale, mais de la manière intime, spécifique, soigneusement calibrée des dommages réels infligés à de vraies personnes une vie à la fois. Le détective chargé de l'affaire a décrit Mast à Priya comme méthodique, patient, un homme qui prenait des mois ou des années pour monter chaque opération, qui choisissait ses cibles avec soin et exerçait son levier avec précision. Le rôle de Carter dans ce tableau est devenu à la fois plus important et plus ambigu. Il avait engagé un professionnel, un homme qui faisait cela pour vivre. Ce n'était pas une erreur ou une erreur de calcul. C'était un choix fait en pleine conscience que le mécanisme qu'il déployait avait déjà été utilisé. Lorsque Priya a transmis cela à Sandra, Sandra a longuement réfléchi. Il savait ce qu'était Mast, dit-elle finalement. Il savait ce qu'il achetait, dit Priya. Savait-il tous les détails opérationnels? C'est une autre question. Mais il a engagé un homme qui fait cela professionnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé trop loin par accident. Sandra hocha la tête, lentement, le genre de hochement qui reconnaît quelque chose de définitif. Elle a appelé Carter le lendemain et lui a dit qu'elle ne témoignerait pas en sa faveur si l'affaire allait en procès et qu'elle consultait un avocat concernant la clause de fiducie dans son testament. Carter a essayé de discuter. Sandra a écouté, a dit très peu de choses et a raccroché. Cette nuit-là, elle m'a dit qu'elle avait l'impression de faire son deuil une seconde fois. Pas le deuil aigu du dîner, celui d'avoir découvert d'un coup ce qu'elle avait cru de son frère, de son mariage et de sa sœur. Un deuil différent, plus lent, plus complet. Le deuil de remplacer une version de quelqu'un qu'on aimait par la réalité diminuée, qui avait toujours été sous-jacente. « Comment traverse-t-on cela ?» me demanda-t-elle. « De la même manière que l'on traverse n'importe quoi, dis-je. On ne le précipite pas, on le laisse prendre le temps qu'il faut. » Elle s'appuya contre moi sur le canapé et nous restâmes assis dans le calme d'un mardi soir de février, les enfants endormis à l'étage et la maison autour de nous produisant ces bruits familiers. Ce n'était pas parfait exactement, mais c'était réel. Et le réel, j'en étais venu à le comprendre, était plus que suffisant pour bâtir. 18e partie. Le printemps. En mars, l'affaire était entrée dans une phase d'enquête officielle. Mast avait retenu les services d'un avocat. Carter, confronté à d'éventuelles assignations et à la perspective que les dossiers financiers de Mast soient ouverts par les enquêteurs, avait finalement fait une déclaration officielle à Priya, non pas un aveu d'intention criminelle, mais une reconnaissance de son rôle dans la présentation de Mast à Amber et d'avoir autorisé Mast à mener des activités d'enquête
liées à mes antécédents. Ce n'était pas une pleine reddition de comptes, ce n'était pas ce qu'Amber méritait, mais c'était utilisable, et Priya avait indiqué que cela aurait de l'importance. Amber était retournée vivre à Columbus. Elle vivait temporairement chez Ruth le temps de trouver un nouvel appartement. Le bébé était attendu en juin. Sandra se rendait chez Ruth tous les week-ends et parfois en semaine. Elle se reconstruisait aussi plus prudemment, plus honnêtement, avec de meilleurs matériaux que ceux qu'elles avaient eus avant l'effondrement. J'ai rencontré Amber pour prendre un café en mars, juste nous deux. Nous nous sommes assis à une table dans un café près du Short North et avons bu du café et parlé pendant 2 heures de rien de particulièrement significatif, ses projets pour la chambre du bébé, un livre qu'elle lisait, un podcast que j'avais écouté. Nous n'avons pas parlé du dîner, ni de Gregory Mast, ni de Carter. Nous n'en avions pas besoin. À un moment donné, Amber m'a regardé et a dit « Tu vas être un bon oncle ». Je n'y avais pas encore pensé en ces termes. Le bébé comme quelque chose ayant une relation continue avec ma famille, pas seulement l'objet déclencheur d'une crise. Quelque chose a changé quand elle a dit cela. « Je ferai de mon mieux », dis-je. Elle a souri, le premier vrai sourire que je lui avais vu depuis que tout cela avait commencé. Il ressemblait au sourire de Sandra. La même légère asymétrie, la même façon dont tout le visage changeait autour de lui. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers l'après-midi de mars, Columbus s'éveillant autour de moi après le long hiver gris de l'Ohio, la première suggestion de verdure commençant à apparaître sur les terre-pleins centraux, dans les jardins et les parcs publics. Tout était mis à nu, tout recommençait. Je veux vous dire quelque chose que j'ai lentement élaboré depuis ce dîner d'octobre. Les pires trahisons sont celles qui se déguisent en vie ordinaire. L'accusation d'Amber n'est pas arrivée de manière dramatique, elle est arrivée à une table dressée pour un dîner d'anniversaire, entre le poulet et le gâteau, vêtu du langage de la confession et des larmes. La manipulation de Carter ne s'est pas annoncée d'elle-même. Elle est arrivée en marge des réunions de famille, au fil d'années de ressentiments soigneusement entretenus, portant le visage d'un frère qui aimait sa sœur. La chose la plus difficile à apprendre dans tout cela n'est pas comment déceler un mensonge. C'est comment continuer à croire en la vérité après qu'on vous a montré à quel point un mensonge peut être bien construit. Sandra et moi sommes en thérapie depuis 3 mois maintenant. Nous avons des séances le jeudi. Nous nous y rendons ensemble et nous nous asseyons dans le bureau d'Owen avec les plantes aux fenêtres et nous disons les choses difficiles à dire, puis nous rentrons à la maison, préparons le dîner, aidons les enfants avec leurs devoirs et vivons notre vie. C'est une meilleure vie que celle que nous avions auparavant. Non pas parce que quelque chose de terrible est arrivé et nous a fait apprécier ce que nous avions, mais parce que cette chose terrible a exposé ce que nous nous étions soigneusement abstenus de dire, et maintenant nous le disons, et le fait de le dire a rendu tout plus réel et plus solide qu'auparavant. Ethan a commencé à jouer au baseball. Lily apprend à lire et tire une immense fierté à lire à voix haute les panneaux de signalisation depuis la banquette arrière. La maison a encore besoin de travaux, les gouttières, toujours les gouttières, et je bois toujours trop de café, et Sandra laisse toujours ses chaussures au milieu du couloir où je trébuche invariablement dessus à 6 heures du matin. Ces choses ne sont pas romantiques, elles ne sont pas rien non plus. Elles sont la texture d'une vie partagée honnêtement avec une autre personne. Elles sont ce qui reste quand tout ce qui a été construit, joué et dissimulé a été mis à nu. Elles sont ce que Carter a essayé de me prendre et ce que Gregory Mast a été payé pour me prendre et ce qu'aucun d'eux n'a pu me prendre au final parce qu'ils avaient mal calculé quelque chose de fondamental. Ils avaient bâti leur plan sur l'hypothèse qu'un mariage n'est qu'une structure, quelque chose d'architectural, des murs, une charpente et des surfaces qui peuvent être endommagées ou sapées de l'extérieur. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est ce qu'un mariage est réellement. Ces 2 personnes qui ont décidé de continuer à se choisir mutuellement.
Ce n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre avec des pressions, des mensonges ou une histoire soigneusement élaborée et racontée lors d'un dîner d'anniversaire. On peut l'endommager. On peut le mettre à l'épreuve, le tendre et créer des semaines de silence, de chambres d'amis et d'absence. Mais on ne peut pas le détruire de l'extérieur. On ne peut le détruire que de l'intérieur, et seulement si les personnes qui le composent le permettent. Sandra et moi ne les avons pas laissés faire. L'affaire judiciaire a progressé lentement au printemps et pendant l'été. En mai, Gregory Mast a été inculpé de coercition, d'extorsion et de complot en lien avec la situation d'Amber, ainsi que de chefs d'accusation supplémentaires concernant l'autre victime qui avait accepté de coopérer. Ces relevés financiers, obtenus par assignation en mars, montraient des paiements de 2 clients. L'un que les enquêteurs étaient encore en train d'identifier et l'autre clairement lié à la LLC réactivée de Carter. Carter a été inculpé en juin, non pas pour les chefs d'accusation criminels graves auxquels Mast était confronté, mais pour complot en vue de commettre du harcèlement, obtention illégale de services et un chef d'accusation lié à la coercition d'un membre de la famille. Priya pensait qu'un accord de plaidoyer était probable. Ses avocats étaient déjà en contact avec le bureau du procureur. J'ai vu Sandra prendre connaissance de l'inculpation sur son téléphone, assise à la table de la cuisine un mercredi matin, son café refroidissant. Son expression n'a pas beaucoup changé, un léger resserrement autour des yeux, une petite expiration précise. « Est-ce ce que tu voulais » ai-je demandé. « Je ne sais pas ce que je voulais » a-t-elle dit. « Je voulais retrouver mon frère, celui que je croyais avoir. » Elle a posé son téléphone. Mais cette personne n'existait pas. Alors, elle a repris son café. C'est ce qu'il y a. La fille d'Amber est née en juin. Mia, 5 livres, 9 onces, nommée d'après la grand-mère d'Amber. Sandra était dans la salle d'accouchement. Ruth était dans la salle d'attente. J'ai emmené Ethan et Lily au zoo pour laisser de l'espace à tout le monde et j'ai reçu une photo à 15 heures du nouveau-né, le plus ridé et le plus outré que j'ai jamais vu, ce qu'Ethan a trouvé hilarant et Lily profondément émouvant. J'ai envoyé un message à Amber, elle est parfaite. Amber a renvoyé un seul mot, enfin. J'ai ri pour la première fois depuis longtemps, un vrai rire, le genre qui vous prend au dépourvu et ne s'excuse pas d'exister. 21e partie. Ce que j'ai appris. On dit que la trahison apprend à moins faire confiance. D'après mon expérience, ce n'est que partiellement vrai. Ce que la trahison enseigne vraiment, c'est à faire confiance différemment, à prêter attention à l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, à remarquer quand une histoire est trop parfaite, trop construite, trop commode, à poser les questions difficiles plus tôt et avec plus de soin, à aimer les personnes qui se sont montrées telles qu'elles sont, plutôt que les versions idéalisées de personnes qui n'existent que dans l'espace entre ce que nous savons et ce que nous supposons. J'ai passé 11 ans à faire confiance à Carter d'une manière particulière, non pas la confiance chaleureuse et inconditionnelle d'un amour véritable, mais la confiance pratique d'un homme qui a décidé que la paix était plus précieuse que l'investigation. J'ai vu les contours de qui était Carter, et j'ai choisi de ne pas les regarder directement. Je me suis dit que c'était de la grâce. C'était de l'évitement. Et l'évitement, au final, crée exactement le genre d'obscurité où des individus comme Gregory Mast peuvent opérer. Je ne dis pas que j'ai causé ce qui s'est passé. Je tiens à être clair à ce sujet. Les choix de Carter étaient les choix de Carter. Les actions de Mast étaient les actions de Mast. Amber a été contrainte et la contrainte était réelle et elle était une victime avant d'être quoi que ce soit d'autre. Rien de tout cela ne me retombe dessus, mais je dois être honnête concernant ces années d'ignorance stratégique. Ce fait de ne pas regarder attentivement. Les décisions d'absorber et de passer à autre chose plutôt que de nommer et d'affronter. Il existe une version de cette histoire où j'affronte Carter à propos du sabotage du contrat il y a 18 mois, où j'assois Sandra et lui dis « Je dois te dire quelque chose à propos de ton frère qui va être difficile à entendre.
Dans cette version, Carter n'a pas 18 mois de plus pour élaborer son plan. Mast ne trouve pas sa cible. Le dîner d'octobre n'est qu'un dîner d'anniversaire. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux savoir que ce qui s'est passé. Mais cela enseigne aussi autre chose, si l'on est prêt à l'apprendre. Cela enseigne que les personnes qui se manifestent, qui restent, qui font l'effort, qui vous choisissent encore et encore dans le quotidien ordinaire et sans éclat d'une vie partagée, ces personnes sont réelles. Leur amour est réel, et il vaut la peine d'être protégé non pas en restant sur ses gardes, mais en restant honnête, en disant les choses difficiles avant qu'elles ne se calcifient en ressentiment, en étant la version de vous-même que votre mariage mérite. Ruth s'est manifestée. Elle a conduit 45 minutes avec un gâteau au citron, m'a tapoté la joue à la porte et, quand Sandra était partie, que la maison était vide et qu'elle aurait pu n'être que la mère de sa fille et rien de plus, elle m'a dit que Sandra m'aimait. Cette seule phrase, lors d'un unique appel téléphonique, au milieu des pires jours que j'ai jamais vécus. Voilà à quoi ressemble le fait de se manifester dans la vraie vie. Pas dramatique, pas cinématographique. Juste une femme au téléphone disant la vérité quand elle n'y était pas obligée. Priya s'est manifestée. Une avocate que je n'avais jamais rencontrée auparavant, qui a écouté mon histoire impossible, a posé les bonnes questions et a dit, calmement et sans drame, « Voici ce que nous allons faire ensuite. » Une grâce méthodique face au feu d'autrui. Marcus s'est manifesté. Il me devait quelque chose, oui. Mais il y a devoir et il y a faire. Et Marcus a fait sans se plaindre, sans poser de questions et sans que cela ne tourne autour de lui. Et Sandra. Sandra, qui avait toutes les raisons de rester éloignée plus longtemps, à qui on avait raconté une histoire construite spécifiquement pour exploiter ses doutes, qui avait connu un véritable malheur et avait la voix de son frère à l'oreille, lui disant que c'était ma faute. Sandra m'a rappelé à 6 heures du matin 2 mots. « Appelle-moi ». Puis elle a écouté. Ce n'est pas une petite chose. C'est en fait tout. Sandra et moi sommes toujours en thérapie. Nous continuerons probablement encore un certain temps. Non pas parce que nous sommes en crise, la crise est passée, mais parce que nous avons trouvé quelque chose de précieux dans ce bureau du jeudi après-midi avec les plantes et les questions posées avec soin, et nous ne voyons aucune raison d'arrêter de l'utiliser. Amber élève Mia. Elle a un nouveau travail, un nouvel appartement, une nouvelle compréhension d'elle-même qu'elle articule encore, lentement, honnêtement. Elle et Sandra se parlent tous les jours. Elles ont maintenant le genre de relation qu'elles auraient toujours dû avoir, construite sur une connaissance mutuelle réelle plutôt que sur la performance d'une affection fraternelle. Ruth vient dîner tous les dimanches. Elle tient Mia pendant le repas, parle à Ethan de baseball et glisse à Lily un deuxième dessert quand elle pense que je ne regarde pas. Je le remarque toujours. Je ne dis jamais rien. Ma belle-mère n'est pas une personne compliquée. Elle aime sa famille, elle fait du gâteau au citron et elle conduit 45 minutes pour le dîner du dimanche, les 2 mains sur le volant. J'en suis venu à l'apprécier plus que je ne saurais le dire. Carter a conclu un accord de plaidoyer en août. 6 mois de liberté surveillée, une amende et la reconnaissance formelle de son rôle dans ce que Mast avait fait à Amber. Sandra a reçu une copie de l'accord, elle l'a lu une fois, l'a plié et l'a rangé dans un tiroir. « Je n'ai pas besoin de le regarder à nouveau » m'a-t-elle dit. « Non » ai-je acquiescé, « mais j'avais besoin qu'il existe. »« Je sais. » Elle m'a tenu la main un instant, puis est allée préparer le dîner, et je suis resté assis à la table de la cuisine un moment, la lumière d'automne filtrant par la fenêtre, à penser à l'année qui venait de s'écouler. La table du dîner, la chambre d'amis, le vol pour Phoenix, le dossier de documents assemblés dans mon bureau à domicile aux petites heures du matin. Les choses que nous faisons par amour ne sont pas toujours romantiques. Elles sont rarement ce que nous imaginions quand nous étions plus jeunes et que l'amour était encore abstrait, encore une idée plutôt qu'une pratique. La plupart du temps, elles sont petites, persistantes,
silencieuses. Elles consistent à conduire jusqu'à Phoenix parce que quelque chose ne colle pas. Elles consistent à préparer un café qui refroidit pendant que vous êtes assis, accablé par le poids de ce que vous avez appris. Elles sont des séances les jeudis après-midi, et des dîners du dimanche et des chaussures dans le couloir, et un enfant dans vos bras qui sent le sommeil, vous fait entièrement confiance et ne sait pas encore à quel point le monde est réellement compliqué. Elles consistent à garder les preuves dans un tiroir plutôt que de les jeter, parce que certaines choses ont besoin d'être conservées un peu plus longtemps avant de pouvoir être lâchées. Elles sont là, debout dans votre cuisine sous la lumière d'octobre, 1 an après la pire nuit de votre vie, à écouter votre fille lire des panneaux de signalisation à voix haute depuis la banquette arrière de la voiture, et à comprendre que ceci, exactement ceci, était ce pourquoi il valait la peine de se battre. Pas le mariage en tant qu'institution, pas la maison, ni les biens, ni la construction juridique, la vie à l'intérieur, la vie réelle, irréductible, spécifique de 2 personnes qui ont décidé de continuer à se choisir mutuellement. C'est ce que j'ai trouvé de l'autre côté d'un dîner de famille qui était censé être une célébration. C'est ce que j'ai trouvé quand ma femme est partie. C'est ce qui est resté. C'est un dimanche d'octobre maintenant. Exactement 1 an après le dîner. J'ai de nouveau mis la table aujourd'hui, la même nappe blanche, les mêmes bougies dans les mêmes chandeliers en argent, la même cuisine sentant le poulet rôti, les mêmes enfants aidant avec les serviettes et demandant quand tout le monde arrive. Différent cette fois. Ruth est arrivée tôt, portant le même gâteau au citron dans le même plat de transport, conduisant les mêmes 45 minutes les 2 mains sur le volant. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, m'a tapoté la joue et a dit que la maison sentait merveilleusement bon. Amber est arrivée avec Mia, qui a maintenant 4 mois et possède les yeux de Sandra, ainsi qu'une dignité outragée qui, je pense, lui sera très utile dans la vie. Nous nous sommes assis pour manger. Les enfants n'étaient pas à l'étage avec des tablettes. Ils étaient à table, à la grande table familiale, bruyants et chaotiques, se passant les pommes de terre dans le mauvais sens et se disputant pour savoir qui allait tenir le bébé. Sandra m'a regardé à travers la table à un moment donné, au-delà des bougies, au-delà des enfants, au-delà du bruit ordinaire et spectaculaire d'une famille qui n'est pas parfaite, certes, mais qui est réelle, honnête et toujours là, et elle m'a simplement regardé un instant sans rien dire. J'ai répondu à son regard. C'était suffisant. C'est toujours suffisant. Ce sera toujours suffisant. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous ou vous a aidé à voir votre propre situation différemment, ou vous a rappelé ce qui mérite d'être protégé et comment le faire, j'aimerais le savoir. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle partie de ceci vous a marqué. Et si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, un mariage sous tension, un secret de famille que vous ressentez sans pouvoir le nommer, une histoire qui ne tient pas tout à fait la route, permettez-moi de vous dire ceci. Posez la question, passez l'appel, prenez le vol. La vérité est presque toujours supportable. Ce sont les mensonges laissés trop longtemps dans l'ombre qui deviennent insupportables. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui interpellent, inspirent et vous rappellent ce qui compte vraiment. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Votre temps est précieux.